Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo destinée à parler d'Azure NetApp File. Donc Azure NetApp File, comme son nom l'indique, est un service qui tourne dans Azure, qui va concerner du matériel qui est dans le data center, qui est du matériel NetApp, pour faire un rôle qui est basiquement un rôle de serveur de fichiers. Alors c'est un service qui est assez récent, qui depuis environ un mois et demi, est disponible aussi librement que les autres services d'Azure dans la majorité des régions dans le monde. Et en fait, ce service présente pas mal d'options qu'il est intéressant de connaître avant de choisir ou pas de le déployer. Donc c'est une alternative, par exemple, à un service managé de type Filer qui s'appelle Azure File. Il va présenter d'autres avantages, notamment en termes de performance ou d'options derrière. Alors, on va commencer déjà par comment se créer un compte Azure NetApp File. Donc il y a une hiérarchie dans le stockage qui existe. Donc on va créer donc ces objets-là dans des abonnements Azure. Jusqu'ici, pas vraiment de choses vraiment nouvelles. On va créer ces objets dans des régions Azure. Jusqu'à là, pas grand-chose de nouveau par rapport à n'importe quel objet Azure. Ce qui va être nouveau, c'est la présence d'un NetApp account. On va créer, en fait, le premier objet qu'on va créer avant de faire un NetApp file dans Azure, ce sera donc un NetApp account. Et sur ce NetApp account, on va définir ce qu'on appelle des capacity tools. Donc ces capacity tools, en fait, ce seront comme leur nom l'indique, des pools de capacité qui vont permettre de définir les performances, la volumétrie qu'on va vouloir avoir et mettre à disposition. Et ensuite, c'est sur cette volumétrie ensuite qu'on va découper à la demande. Donc quand on va créer un capacité pool, on va tout d'abord définir une taille, un quota. Ensuite, donc cette taille, elle est basiquement de 4 Tera maximum, minimum, pardon, autant pour moi, avec un maximum de 500 Tera. Donc là, un capacité pool, 4 Tera minimum, 500 Tera maximum. Ensuite, sur ce capacité pool, on va définir en gros quelle est la QoS qu'on veut mettre en place. Donc là, on a deux options. Soit l'option qui est de dire je vais laisser gérer la QoS de manière automatique, soit on va le faire de manière manuelle en disant que par exemple sur un capacité pool, on va avoir un minimum de temps de mégaoctets par seconde, ou donc le minimum et le maximum. D'accord. Ensuite, sur ce capacité pool, eh bien, on va créer des volumes. Voilà. Donc on va créer ces volumes. Ces volumes auront une taille minimum de 100 gigas. Elles auront une taille maximale à ces volumes de 100 Tera, et on pourra mettre au maximum 100 millions de fichiers sur un volume. Le throughput, donc le débit, la capacité à délivrer des performances, va directement être lié en fait à la taille du capacité pool. Plus un capacité pool est important, plus les performances pourront être élevées. Et ce sera également lié, bien entendu, à la QoS, parce que la QoS va vous définir en gros le minimum et le maximum si vous le faites de manière manuelle. Mais également, il existe des valeurs minimum et maximum qui sont faites, mais par contre calculées de manière automatique. Donc ça veut dire qu'effectivement, on va associer à des volumes des types de QoS. Et ces volumes, en fait, vont pouvoir être utilisés et consommés au travers de protocoles réseau tout à fait classiques du monde du filer, à savoir soit du NFS dans sa version 3 ou sa version 4, soit du SMB. À noter qu'il est possible d'avoir désormais sur des volumes, sur un volume donné, d'avoir une implémentation et donc un usage d'une double couche protocolaire, c'est-à-dire à savoir avoir en même temps du NFS 4.1 et du SMB sur un même volume. Alors, les capacités pool ont également des niveaux de service. Donc en gros, ce sont des types de performances qu'on va pouvoir avoir sur un capacité pool. Donc quand on va créer le capacité pool, on va dire je souhaite faire un capacité pool de type ultra storage ou premium ou standard. Et vous l'aurez compris, plus on veut avoir des performances sur ce filer, plus ça va coûter cher. Donc on aura de base effectivement le standard storage avec 16 mégaoctets de throughput par capacité provisionnée de 1 Tera. Donc on comprend bien ici que si on va avoir des très grosses performances, eh bien il va falloir avoir des grosses volumétries. Et d'ailleurs, c'est à peu près la même approche qu'on a également sur Azure File en mode premium aujourd'hui. Pour atteindre les performances maximum d'un Azure File en premium, il faut effectivement atteindre également la capacité maximum en termes de provisionning.
À savoir, et c'est très intéressant à connaître, c'est qu'il existe, NetApp a fait un calculateur de performance, parce que souvent en fait, alors pour travailler moi avec des partenaires Microsoft, on vient me poser la question, on a des grosses contraintes en termes d'IOPS ou de throughput, de performance. Du coup, est-ce que ça va marcher ou pas? Quelle taille on doit prendre? Là encore, hein, la taille, des volumes, et des capacités pool va directement avoir un impact sur les performances. Donc à un moment, il faut se dire, si j'ai besoin, par exemple, je ne sais pas, de 1 Tera de stockage uniquement, est-ce que je pourrais avoir les performances que j'attends par rapport à mes besoins? Donc pour cela, pour aider à cela, en fait, les équipes NetApp ont mis en place un calculateur de performance, dont je mettrai le lien dans l'article associé à cette vidéo. Et basiquement, ce calculateur de performance va vous permettre, voilà, de positionner, alors on va se mettre en mode avancé dès le début, hein, ce sera toujours mieux, hein, voilà, de définir quelle volumétrie vous allez avoir besoin, sachant que le minimum, comme je l'ai dit, pour un volume, ce sera de 100 Go avec un maximum de 100 Tera. Et ensuite, vous allez définir le throughput dont vous avez besoin pour votre application. Et vous pouvez également définir les IOPS que vous avez besoin avec derrière la taille des blocs, hein. Je rappelle que quand on est sur des technos de SSD, enfin des technos de stockage au sens large, plus les blocs sont petits, plus on peut avoir des IOPS. Et donc, et bien ici, vous allez avoir le détail de tout ça. Donc, partons ici, par exemple, sur un volume de 100 Go, tout simplement. On ne précise pas le throughput et les IOPS. Mettons que je veux y avoir 1000 IOPS. D'accord? Ce sont des blocs de 4. Et bien là, vous allez avoir un résumé ici, au niveau d'Azure NetApp, en fonction des tiers que vous allez choisir. Donc, je rappelle que les tiers sont directement choisis. C'est le service level qui va être associé à un capacité pool. Et ce tiers, en fait, va vous dire en gros si ça passe ou ça passe pas. Donc là, par exemple, ici, donc j'ai le prix que ça va me coûter, le capacité pool. On me dit, bah voilà, il faudrait mettre 4 Tera si on veut avoir ce qu'on veut. Et là, donc on a le détail. Donc là, pour avoir 1000 IOPS, effectivement, il nous faut 4 Tera minimum. Et donc on a les valeurs en throughput derrière qui seront données. Voilà. Donc très important de connaître ce calculateur. Je remettrai l'URL, hein, mais c'est globalement cloudap.netapp.com/azure-netapp-file/tco. Donc, hop, j'ai bougé. Nous avons donc défini la hiérarchie de stockage qu'il y a sur un Azure NetApp. Maintenant, on va essayer de connaître également les limites maximum en termes de stockage qu'on peut avoir. Donc, en termes de capacité régionale, pour un abonnement Azure, vous aurez effectivement une limitation, entre guillemets, qui est de 25 Tera. 25 Tera maximum, que vous allez pouvoir ajuster simplement sur demande auprès du support. Donc ça, ce sont les valeurs effectivement qui sont mises par défaut. De base, vous pouvez créer 10 comptes Azure NetApp par région Azure et par abonnement Azure. Là encore, c'est ajustable par demande auprès du support. Le nombre de capacités pool par NetApp account, il est de 25. Et ensuite, le nombre de volumes que vous allez pouvoir créer est de 500 par abonnement Azure. Et par capacité pool, il est de 500 également. Voilà. Donc on peut avoir un capacité pool qui va avoir 500 volumes, ça c'est possible, mais on est dans la limite. Et là encore, on peut ajuster les valeurs en fonction de ses besoins, simplement en ouvrant un appel auprès du support Microsoft. Parlons de l'architecture réseau avant de parler du prix. Donc, en termes d'architecture réseau, un Azure NetApp File ne va pas être exposé entre guillemets directement publiquement comme ça. On va le mettre dans un VNet, donc un réseau virtuel dans Azure, et plus particulièrement, on va le mettre plus particulièrement dans un subnet qui sera dédié à ce service de filer. Ce subnet aura quelques particularités, à savoir il devrait être délégué pour effectivement permettre au service de faire des opérations dessus. Ce subnet n'a pas de connectivité, n'a pas besoin de connectivité à Internet et n'a pas de connectivité également avec d'autres services Azure en direct publiquement par un endpoint public. La partie affectation des adresses IP au volume et au NetApp file en fait est fait de manière dynamique, donc vous n'avez pas à fixer entre guillemets une IP particulière pour votre NetApp file. À noter, c'est qu'il existe aujourd'hui encore des limitations dans le service. Donc à savoir, on ne peut pas faire de custom Azure Policy dessus. On n'a pas de load balancer on ne supporte pas d'avoir un load balancer qui va renvoyer sur des NetApp files.
On ne supporte pas encore Azure Virtual WAN. Et puis si on a des passerelles de type VPN ou ExpressRoute, hein, il ne faut pas que ces passerelles soient en ZRS, donc en zone redondante. Il ne faut pas avoir des passerelles actives-actives. La dual stack également, IPv4, IPv6 n'est pas encore implémentée. Et si on fait de la connectivité vers un volume depuis un réseau appairé, ce réseau appairé, qui donc doit être un réseau dans la même région et pas dans une autre région ou via le global peering. Voilà. Privatlink également n'est pas encore supporté dans Azure NetApp File. Donc ça, c'est des limitations qui de toute façon vont disparaître au fur et à mesure du temps. Il y en a certaines qui ont été supprimées il n'y a pas très très longtemps, hein, mais retenez juste qu'elles existent, hein, et je vous documenterai tout ça. Partie protection des données, donc on est sur un filer a de la donnée sur lequel effectivement du coup on veut pouvoir être certain que cette donnée sera toujours disponible même en cas de problème. Donc on a bien entendu des mécaniques de volume de snapshot, on connaît ces mécaniques là quand on a DB NetApp notamment. On a la capacité bien entendu de faire de la sauvegarde du backup des volumes, auquel cas les backups seront stockés. Après la cible de destination sera un Azure Blob Storage. Et on peut également géorépliquer les données d'un Azure NetApp File en cross-région. Donc on va pouvoir fonctionner effectivement avec des régions appairées du point de vue régional, mais on pourra également utiliser des régions qui ne sont pas les régions standards appairées. Donc quand on parle d'appairage, par exemple quand on est en France centrale, pour du compte de stockage Azure, la région appairée native en fait correspond à France Sud. L'idée là, c'est qu'on va pouvoir du coup également pas être obligé forcément de prendre France Sud, on va pouvoir prendre par exemple West Europe, peut-être parce que dans France Sud il n'y a pas de NetApp ou il n'y a pas assez de volumétrie ou d'autres raisons derrière liées au PRA qui est prévu dans l'organisation. Donc on n'est pas limité à faire uniquement du original pair, on va pouvoir prendre également des pairs qui sont non standards. Et puis, quand on va faire de la réplication, on va se donner également des objectifs, des service level objectives, qui seront utilisables par la suite pour la partie RPO, c'est-à-dire les Recovery Point Objectives, qui est en gros le temps, ce qu'on s'accorde à perdre, entre guillemets, en cas de problème majeur. Donc là, en fait, ce qu'on peut perdre va dépendre, va vraiment, entre guillemets, du mécanisme de synchronisation, de réplication qu'on va mettre en place. Donc si on fait une réplication basée toutes les 10 minutes, le RPO typique sera de 20 minutes, inférieur à 20 minutes. Pour une réplication horaire, on sera inférieur à 2 heures. Une réplication quotidienne, on sera inférieur à 2 jours. Ensuite, parlons un petit peu de la partie identité. Donc on est sur un filer qui va être utilisé probablement par des utilisateurs ou des applications, plus souvent des applications. Et globalement, il y a deux options qui vont venir. Donc le service Azure File permettra la partie authentification par rapport à des fournisseurs d'identité tels que Active Directory, donc la même chose qu'on pourrait avoir dans une infrastructure sur site dans un data center. Donc là, en gros, effectivement, vous pouvez avoir vos contrôleurs de domaine qui sont soit directement dans Azure, dans des VNet, soit connectés au travers d'une liaison ExpressRoute ou d'une passerelle VPN site à site. Et donc là, on est sur de l'Active Directory tout à fait classique. On peut également utiliser l'implémentation, entre guillemets, managée d'Active Directory au travers de Azure, qui s'appelle Azure Active Directory Domain Services, AADDS, qui pour le coup, en fait, vous masque derrière les contrôleurs de domaine, mais vous avez bien deux contrôleurs de domaine qui vont travailler derrière, donc on peut utiliser également ADDS pour faire ça. Si on est sur la partie Active Directory, il faut savoir qu'on aura en fait on devra avoir un Active Directory par abonnement Azure et un par région. Voilà. Donc on ne va pas pouvoir avoir plein de NetApp files qui sont associés du coup à plein d'Active Directory différents, mais c'est normalement un scénario dans lequel on ne devrait pas tomber, le but étant de ne pas avoir plein de référentiels différents. Si on est en ADDS, l'authentification va passer par du LDAP over TLS. Rien d'extraordinaire là-dedans, mais il y a une petite différence effectivement par rapport à la partie AD. Partie protocolaire, j'en ai parlé tout à l'heure, donc ça ne va pas vous étonner que effectivement ce filer Azure NetApp propose du SMB et du NFS en tant que filer. Le SMB, donc ce sera du SMB 2 points pour rétrocompatibilité avec des vieux systèmes, et sinon ce sera du 3 points ou 3.0, ce qui est probablement mieux utilisé en termes de performance, etc. Partie NFS, deux options.
NFS v3, NFS 4.1, donc tout ça est supporté, et je rappelle que pour des clients, on supporte la double stack pour un même volume. Si je reviens ici sur la partie volume, voilà. Pour un même volume, on peut avoir une stack qui est en même temps NFS 4.1 et SMB. Et ça, c'est assez récent, c'est arrivé courant, on va dire été 2021. Partie sécurité, pas mal de choses. Donc, j'ai parlé d'identité, donc ça va me permettre de parler de airbag. Donc il existe des custom roles, enfin des rôles qui existent dans Azure. On va pouvoir faire également des custom roles et du coup travailler sur dire ce custom role va permettre de faire tel type d'opération sur le resource provider associé à l'Azure NetApp. Pour la partie sauvegarde des données, j'en ai parlé tout à l'heure, mais retenez que la sauvegarde des données va se faire au sein d'un Azure Storage et que bien entendu ces comptes de stockage et ces backups seront chiffrés en AES 256. Pour la partie trafic réseau, par défaut, ça c'est important, les communications à destination du filer sont non chiffrées. Donc en gros, alors on reste sur une communication qui est intra-VNet ou entre data center et Azure au travers d'une connexion privative. Donc entre guillemets, c'est aussi sécurisé que des données circulant entre deux VM, mais les données ne sont pas chiffrées par défaut. Et je rappelle effectivement que ce soit NFS ou SMB, par défaut n'est pas chiffré. SMB devient chiffré si on active le SMB3 minimum avec le composant SMB encryption. Donc par défaut, effectivement, on est sur un trafic de type filer qui est non protégé. Néanmoins, de manière optionnelle, vous pouvez activer en fait le chiffrement de ces communications réseau. Donc il va exister dans les options, vous allez pouvoir utiliser du NFS 4.1 en Kerberos Encryption. Dans ce cas-là, le chiffrement des payloads sera donc en AES 256. Et puis si on est en SMB, alors là ça va dépendre vraiment de l'implémentation et du choix que vous prendrez au niveau protocolaire, SMB 3.0 ou 3.1.1 qui est la dernière déclinaison de SMB. Et là encore, on va avoir du SMB encryption et donc le chiffrement du payload avec soit un algorithme de type AES CCM, soit AES GCM qui est un peu meilleur, bien entendu, derrière en termes de qualité de chiffrement algorithmique. Pour la partie chiffrement at rest, donc au repos des disques dans les filers, rien d'extraordinaire là-dessus. Par défaut, c'est chiffré. C'est chiffré en respectant des standards FIPS 140-2. Et pour la gestion des clés de chiffrement, et bien là, vous avez deux options. Option numéro 1, vous laissez l'option par défaut, et dans ce cas-là, effectivement, la gestion de la ou des clés de chiffrement est assurée par le service, donc en l'occurrence par les équipes d'Azure. Vous pouvez également dire je ne fais pas confiance à ces équipes et je veux amener mes propres clés. Et donc gérer moi-même mes clés en mode Bring Your Own Key ou Customer Managed Key. Et dans ce cas-là, si on veut cette option-là, aujourd'hui c'est pas disponible encore dans toutes les régions. Et donc là j'ai cité les régions qui étaient disponibles. À savoir, si vous voulez venir et gérer avec vos propres clés un Azure NetApp File, il vous faudra un HSM derrière dédié dans Azure, et donc on a un service qui s'appelle Azure Dedicated HSM, qui donc sera nécessaire pour cette option liée à Azure NetApp File. Dans tous les cas, si ce sujet vous intéresse, si la partie chiffrement avec vos propres clés vous intéresse par rapport à NetApp, vous pouvez contacter directement en fait cette mailbox Microsoft sur lequel vous aurez donc des personnes pour vous aider. Donc ANF, Azure NetApp File, feedback@microsoft.com. Il nous reste également sur la partie sécurité à parler du trafic de réplication entre des Azure NetApp Files qui sont dans une région Azure et une autre région Azure, on l'a vu tout à l'heure. Donc par défaut, cette communication, cette réplication inter-filer et inter-région sera bien entendu chiffrée en AES 256 CGM. Bien entendu, c'est du TLS, vous l'aurez compris. Partie documentation. Donc il y a une fac qui est assez intéressante à avoir et à connaître, parce qu'en fait il y a pas mal de questions qu'on peut se poser et tout n'est pas... il faut bien connaître les conditions de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, bien entendu. Il y a une page également qui s'appelle What's New. Là encore, je mettrai les liens dans l'article associé, mais le What's New vous permet de suivre un petit peu en direct toutes les nouveautés qui sont annoncées, et donc vous voyez que vous avez comme l'équivalent d'un changelog. Donc là, par exemple, hop, je suis en train d'enregistrer, on est le 21 octobre cette vidéo, et bien là, on me dit que la Cross Regional Replication est désormais GA, donc Generally Available partout.
plus d'autres options. Et vous voyez qu'à peu près tous les mois, vous avez les nouveautés qui sont annoncées. Donc cette vidéo, elle sera, on va dire, assez à jour, on va dire octobre 2021. Il est possible qu'il y ait des évolutions qui aient lieu après, et dans ce cas-là, c'est cette page-là qui va faire foi, la page What's New. Également, très intéressant dans la documentation, ça s'est vraiment enrichi dans les derniers mois, c'est toute la partie architecture utilisant de l'Azure NetApp File. En fait, on peut utiliser l'Azure NetApp File comme tout filer digne de ce nom dans pas mal d'architectures. Voilà. Donc ça peut aller des architectures où on va avoir des bases de données SQL Server, Oracle, où on va faire du machine learning. Ça peut être des architectures où on a besoin d'un filer et de cache également. On va trouver également du NetApp dans certaines solutions SAP, dans du VMware Solutions également. Je rappelle que dans Azure, on a une implémentation de VMware avec des serveurs VMware. On peut se servir d'un Azure NetApp File dans les infrastructures de type VDI, comme Azure Virtual Desktop ou la version déclinée Citrix. Et là, pour le coup, on pourra utiliser l'Azure NetApp File pour les utilisateurs ou pour leur profil. On peut s'en servir du HPC. Question qui revient assez souvent, et je l'encourage de mon côté assez fortement, c'est l'usage d'Azure NetApp File dans des contextes et des environnements Azure Kubernetes Service. Là pour le coup il y a la documentation, ou également dans la partie Azure Red Hat OpenShift, qui est là aussi du Kubernetes. Donc pour chacun de ces articles, en fait, vous allez avoir des recommandations liées à comment intégrer l'Azure NetApp File avec du Kubernetes, plus après différents liens sur comment intégrer des composants NetApp dans votre AKS pour bien les faire fonctionner, etc. etc. Donc très bonne documentation, on a pas mal de trucs aujourd'hui. Sur la partie VDI, là encore, on va vous expliquer quelles sont les options de stockage, par exemple pour utiliser du FS Logic Container avec du NetApp, etc., etc. Donc, et vous avez même les documentations pour configurer tout ça. Même chose du côté Citrix avec la partie du profile management. Et là, donc vous avez pas mal d'aides, et ça vaut le coup d'y jeter un œil plutôt que de se lancer soi-même et se dire ça devrait marcher comme ça. Voilà. Que dire de plus? Je n'ai pas parlé d'argent. Pas d'argent entre nous, mais si, on va quand même en parler un petit peu. Combien ça coûte? Donc c'est provisionné, le service est provisionné et facturé au stockage qui est provisionné. Et je rappelle bien qu'un stockage provisionné n'est pas un stockage utilisé. Si vous provisionnez un capacité pool, parce qu'effectivement chaque fois que vous allez créer un capacité pool, vous allez lui donner un quota, une taille. Et je rappelle que la taille, elle est de 4 Tera minimum. Donc ça veut dire que le ticket d'entrée, c'est 4 Tera. 4 Tera pour un capacité pool. Donc ça veut dire que vous allez payer un minimum de 4 Tera, voire plus, tout simplement. D'accord? Et donc ensuite, eh bien, cette volumétrie qui est provisionnée, eh bien après, du coup, ça va faire un prix au giga par mois, et c'est compté en heures d'incrément. Donc simplement, vous avez une facturation à l'heure alors si vous avez provisionné le minimum qui est 4 Tera, à la fin du mois, si vous ne touchez rien, vous aurez payé 4 Tera pendant 30 jours x 24 heures, mais vous pouvez également provisionner un filer et l'arrêter au bout de 2 heures, vous aurez payé 2 heures de ce prix-là. D'accord ? La capacité totale, et donc il va falloir prendre la capacité totale de l'ensemble effectivement des capacités pool que vous avez pris avec les volumes à l'intérieur. Et puis si vous avez de la réplication cross-région, et bien là encore, on va vous facturer la donnée qui est répliquée derrière. D'accord ? Le cost model est bien expliqué, donc on vous explique, vous avez toute une page qui va vous expliquer comment calculer effectivement votre consommation, votre capacité. Donc en gros, vous additionnez l'ensemble des volumes dans un capacité pool, et ça vous donnera effectivement votre consommation. Et vous avez ici quelques exemples qui vont vous permettre de calculer tout ça. Et vous avez également la page de pricing qui va vous donner l'ensemble des détails par rapport à une région donnée, une devise donnée, combien ça va coûter. Donc vous voyez ici le stockage va coûter par exemple ici, sur le stockage standard, on est on va dire 0,16 € par giga et par mois. Donc vous savez que le ticket d'entrée est minimum de 4 Tera, donc 4096 multiplié par ça, ça vous donnera le prix effectivement, donc ça va faire dans les 400 € à peu près, un peu plus par mois. Si vous utilisez ça 24/7. Si vous faites de la réplication cross-région, là encore, en fonction du mode de réplication que vous allez utiliser, si vous voulez une réplication minute à l'heure ou daily, le coût ne sera pas le même non plus. D'accord ? Donc en gros, plus on fait une réplication fréquente et donc on a un RPO qui est faible, plus ça coûte cher.
Et puis pour la partie backup, alors on n'a pas encore le pricing dans cette région-là. Il faudrait prendre une région où il y a du pricing. On pourrait peut-être regarder West Europe. Voilà. On a donc le coût des données consommées et le pricing par giga et par mois. Si vous faites une restauration, on va facturer la restauration également. Voilà. Qu'est-ce qui nous reste? Ah bah, là, en fait, j'ai parlé des deux ici. Et ben, je crois qu'on a fait à peu près un bon petit tour. Non, il me reste les outils. Comment, quels outils on va utiliser avec Azure NetApp File? Alors déjà, si on veut provisionner de l'Azure NetApp File, on peut le faire par tous les moyens qu'on a dans Azure, à savoir le portail Azure. On peut le faire en PowerShell, en Azure CLI. Et si on est en Azure CLI, eh bien, ce sera une commande de type AZ NetApp File. Et puis ensuite, on a tout derrière les commandes qui vont bien. Donc ça va aller effectivement de la création du compte, qui est la première chose qu'on doit faire. Puis ensuite, la création des capacités pool. Donc voilà, on a ici les NetApp, AZ NetApp pool create, etc. Et ensuite, une fois qu'on a les capacités pool, on va créer dessus les volumes. Et donc les volumes ici, on va pouvoir créer, alors ça c'est des volumes de backup, Azure NetApp volume, voilà, et on va manager les volumes derrière. Donc tout va pouvoir se gérer en ligne de commande. Vous voyez qu'il y a beaucoup de commandes, donc c'est bien de référencer le lien pour ça. On peut le faire par les API REST, hein, ça reste du cloud. On peut déployer ça par un template, un modèle ARM, et on peut également le faire en Terraform. Donc en Terraform, effectivement, vous avez dans le provider Azure RM tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ça. Donc créer effectivement votre compte Azure NetApp, etc. Alors notez, on vous le reprécise ici, hein, ça je l'avais dit tout à l'heure, hein, Azure autorise un seul Active Directory par abonnement pour un NetApp account. Partie monitoring, on va être intéressé par surveiller les métriques et les performances effectivement de ces filers. Donc sur les métriques qu'on va avoir, en fait, il y a deux métriques qui vont nous intéresser, hein. Il y a l'usage, c'est-à-dire combien on va consommer sur les capacités pool. Donc en gros, quelle est la taille consommée, les snapshots, la taille qu'on peut allouer. Et ensuite, on aura sur les usages également le détail du côté des volumes. Donc ça, c'est l'enveloppe globale par capacité pool. Et ensuite, on a le détail par volume. Partie performance, là encore, on aura en fait une vue côté des volumes, donc avec des compteurs de performance qui sont vraiment liés volume par volume. On va retrouver les IO par seconde, les latency, le throughput, bien entendu. Et puis, on aura également l'information globale d'un throughput par capacité pool et ce qui est provisionné également. Voilà. Et dernière chose, avant de terminer tout ça, eh bien, comment on migre des données vers Azure NetApp File? Il y a plein de façons de faire. Donc, il y a un outil qui s'appelle NetApp Cloud Sync, qui est documenté sur le site de NetApp, qui va vous permettre effectivement d'automatiser alors soit la réplication ou la synchronisation d'un NAS sur site à destination de choses qui sont dans le cloud. Donc là, c'est un outil de chez NetApp et je vous encourage à aller voir ça. On peut utiliser du AirSync également, on peut faire du robocopy. Globalement, voilà, les options sont assez larges pour les faire ça, mais ça reste un filer derrière. Donc à partir du moment où on a la connectivité qui est assurée par un VPN ou un ExpressRoute, et bien après on prend l'outillage qu'on a envie pour répliquer ces données de son environnement sur site à destination de NetApp dans Azure. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout ça. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, si vous voulez plus d'informations, regardez le lien vers l'article qui est indiqué dans les commentaires, dans la description de cette vidéo. Et j'aurais mis tous les liens que je vous ai montrés seront dans l'article associé. Et je vous remercie. Passez une bonne journée.